Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Joining me now is NBC News senior Supreme Court reporter Lawrence Hurley. So, Lawrence, what did the justices say in their ruling? Depuis le début du deuxième mandat, peu d'événements ont autant bouleversé la routine institutionnelle que celui qui s'est produit lors de la dernière séance publique de la Cour suprême. Le 20 décembre 2025, lors d'une audience publique de la Cour suprême des États-Unis, un passage spécifique de l'exposé oral a attiré l'attention, car il rompait avec la prudence habituelle des ministres. Ce commentaire n'était ni improvisé, ni le fruit d'une rhétorique enflammée. Il s'agissait d'une référence directe, faite par l'un des ministres les plus anciens de la Cour, à un environnement institutionnel progressivement dissocié des mécanismes classiques de contention réciproque entre les pouvoirs. Cette déclaration, bien que brève, a eu un effet cumulatif dans les minutes qui ont suivi. Le rythme de la session a ralenti. Les avocats présents ont modifié l'intonation de leurs arguments et les assistants ont fixé leurs notes plus souvent que d'habitude. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Quelques heures plus tard, la transcription officielle de l'audience a commencé à circuler à une vitesse inhabituelle entre les bureaux du Congrès, les conseils juridiques des comités législatifs et les groupes internes du ministère de la Justice. Le contenu matériel de la séance ne comportait aucune délibération ayant un effet contraignant immédiat. L'affaire débattue portait sur une controverse technique concernant les limites de l'action des agences de régulation dans les contextes d'urgence sanitaire. Un sujet complexe, mais loin d'être inédit pour la Cour. Ce qui a rendu cet épisode inhabituel, c'est la manière dont les ministres ont relié l'affaire à un contexte plus large d'affaiblissement fonctionnel, des instruments de responsabilisation entre les pouvoirs de la République. Et surtout, la manière dont ils ont évoqué, sans citer de nom, la relation entre la présidence en exercice et la résistance croissante des instances internes à l'exécutif à répondre aux ordonnances judiciaires directes. Ce type de mention, même voilée, n'est généralement pas fait à haute voix dans la salle plénière de la Cour suprême. Il existe, historiquement, un accord tacite, selon lequel les critiques institutionnelles adressées à l'exécutif doivent se faire par le biais de votes écrits, d'arrêts ou de déclarations dans des rapports officiels. La transgression de cette pratique, même subtile, a été interprétée par les milieux juridiques comme un signe d'impatience croissante parmi les ministres face au comportement de certains organes subordonnés à la Maison-Blanche. Peu après cette déclaration, des correspondances entre les cabinets indiquaient qu'au moins 3 ministres envisageaient d'inclure dans leur futur vote des références explicites à ce qu'ils ont appelé l'ambiguïté délibérée de l'exécutif dans l'application des décisions préliminaires. Ce type d'articulation, lorsqu'il émane de membres de la Cour suprême, ne vise pas seulement à anticiper les dissensions, mais aussi à préparer le terrain pour des décisions ayant un effet structurel. Bien qu'aucune mesure n'ait été annoncée ce jour-là, l'effet pratique de cet épisode a été immédiat. En fin d'après-midi, la direction de la commission judiciaire du Sénat a convoqué une réunion extraordinaire à huis clos, avec des représentants de la Bibliothèque juridique du Congrès et des conseillers du Bureau des affaires constitutionnelles. Selon des informations confirmées par la suite, la réunion avait pour thème central la révision des protocoles de contrôle du respect des ordonnances judiciaires fédérales par les agences liées au cabinet de la présidence. Cette initiative législative n'implique pas en soi une rupture institutionnelle, mais elle suggère un niveau d'attention coordonné qui n'est généralement pas déclenché par des déclarations isolées lors des sessions ordinaires du tribunal. La délicatesse du moment s'est accentuée lorsque, 3 jours après l'audience, un rapport préliminaire de la sous-commission des affaires juridiques du Sénat
a mis en lumière une série de mémorandums internes émis par des agences exécutives entre juillet et novembre, dans lesquels était discutée la possibilité de répondre aux ordonnances judiciaires fédérales sur la base de leurs propres avis de risque institutionnel. Dans l'un des passages les plus controversés du document, les techniciens du ministère de la Santé affirment que certaines injonctions pourraient être partiellement exécutées en fonction de la faisabilité logistique dans un scénario de stabilité administrative. Cette formulation a immédiatement été interprétée par les analystes comme une indication que le gouvernement conditionnait le respect des décisions judiciaires à des critères subjectifs, liés à sa propre convenance opérationnelle. À partir de ce moment, la tension n'était plus seulement une question de forme. Elle est devenue, aux yeux de certains parlementaires et ministres, une crise potentielle d'autorité entre les pouvoirs. La Cour suprême, constatant que ces décisions étaient relativisées en dehors des mécanismes légaux de contestation, a semblé tirer la sonnette d'alarme. Il ne s'agissait ni d'une rupture, ni d'un affrontement frontal, mais d'un tournant subtil qui a redessiné la perception des limites de la relation entre l'exécutif et le judiciaire dans le contexte actuel. C'est précisément en raison de ce type d'inflexion que nous continuons à suivre avec une attention redoublée les signaux émis par les institutions. Si ce type d'analyse vous semble pertinent, pensez à suivre nos prochains épisodes. Ils vous aideront à rester concentrés sur ce qui structure réellement le fonctionnement du système, même lorsque les signaux sont discrets. À partir de là, l'épisode impliquant la Cour suprême cesse d'être un événement isolé et commence à s'inscrire dans une série plus large de mouvements institutionnels qui, bien que discrets dans leur forme, convergent vers une préoccupation commune, l'asymétrie croissante entre les décisions formelles et leur mise en œuvre pratique au sein du gouvernement fédéral. Ce schéma n'est pas nouveau, mais le degré de récurrence et le profil des agences impliquées indiquent un changement d'échelle. Au cours des 6 derniers mois, au moins 7 décisions préliminaires rendues par des juges fédéraux ont fait l'objet de réinterprétations administratives, qui, dans la pratique, ont reporté ou modifié leurs effets. À 3 reprises, les magistrats eux-mêmes ont demandé des éclaircissements à l'avocat général de l'Union, qui a répondu par des notes techniques affirmant que les ordonnances seraient exécutées de manière compatible avec les directives opérationnelles en vigueur. Ce langage, bien que juridiquement défendable, a été interprété comme le symptôme d'une nouvelle attitude à l'égard de l'autorité judiciaire. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le Sénat a agi avec une rapidité inhabituelle. La convocation extraordinaire de la commission judiciaire, ajoutée à la demande d'avis techniques du Bureau de la responsabilité gouvernementale, constitue une réponse coordonnée qui, selon les termes d'un des sénateurs présents à la réunion, vise à vérifier s'il existe un schéma systémique de relativisation des ordonnances judiciaires. Cette initiative ne constitue pas à ce stade une enquête officielle, mais elle permet de recenser les comportements administratifs qui, pris dans leur ensemble, pourraient caractériser un changement important dans l'équilibre entre les pouvoirs. Ce type d'enquête technique est souvent la première étape de processus plus larges, y compris d'enquête législative. Lorsqu'elle est menée avec le soutien des organes internes du Congrès, elle permet de consolider une base empirique qui renforce les éventuelles actions futures en matière de responsabilité. Simultanément, d'autres instances ont commencé à enregistrer des mouvements compatibles avec ce nouvel état d'attention. Le Conseil national des juges fédéraux, lors d'une réunion de routine tenue quelques jours après l'audience de la Cour suprême, a inscrit à son ordre du jour interne un point sur l'efficacité des décisions judiciaires en matière de politique publique sensible. Bien que le terme utilisé soit générique, des sources proches du Conseil ont confirmé que le débat avait été motivé par des rapports de magistrats confrontés à des difficultés opérationnelles dans l'exécution d'ordonnances rendues dans des affaires impliquant des programmes fédéraux de santé et d'immigration. Ces domaines, historiquement délicats, ont fait l'objet d'une attention redoublée de la part du pouvoir judiciaire face aux signes de résistance non déclarés de la part des organes exécutifs. Il ne s'agit pas d'un conflit déclaré.
À ce jour, il n'y a pas eu de refus explicite, de contestation publique ou de désobéissance frontale. On observe plutôt une zone grise, d'exécution partielle, de réponses dilatoires, de justifications bureaucratiques qui rendent les ordonnances judiciaires moins efficaces sans pour autant constituer techniquement un manquement. Ce type de comportement est difficile à saisir à l'aide de mesures conventionnelles, mais il a des implications réelles pour le fonctionnement de l'état de droit. L'absence de réponse directe de la part de la présidence renforce l'impression que l'exécutif préfère maintenir l'ambiguïté comme stratégie, évitant ainsi une confrontation ouverte, sans pour autant céder totalement au pouvoir des tribunaux. Cette ambivalence a des effets secondaires perceptibles. Dans les milieux juridiques et universitaires, le débat sur le rôle des tribunaux dans les contextes de conformité partielle s'intensifie. Certains chercheurs affirment que le pouvoir judiciaire dispose d'instruments suffisants pour imposer l'exécution intégrale de ces ordonnances, y compris par le biais de sanctions administratives. D'autres, cependant, mettent en garde contre les risques d'escalade institutionnelle si la Cour suprême décide d'élargir son champ d'action en réponse à l'hésitation de l'exécutif. Il existe des précédents internationaux qui illustrent ces dilemmes, comme le cas de la Cour constitutionnelle polonaise dans les années 2010, ou même les affrontements entre la Cour suprême fédérale brésilienne et l'exécutif pendant la pandémie. Ces expériences servent de référence, mais n'offrent pas de solution directe au scénario actuel aux États-Unis, où la tradition de contention mutuelle repose sur des codes plus implicites. Au sein du ministère de la Justice, les signes indiquent également un certain malaise. Des sources proches du procureur général ont révélé que, depuis le début du deuxième mandat présidentiel, les demandes de clarification sur la portée de l'exécution des décisions préliminaires ont augmenté. La plupart de ces demandes proviennent d'agences de l'exécutif lui-même qui sollicitent des conseils juridiques sur les degrés d'adhésion raisonnables aux décisions judiciaires dans des contextes considérés comme d'instabilité administrative. Bien que ces termes soient utilisés avec prudence, leur répétition dans des documents internes suggère un processus délibéré d'assouplissement interprétatif. En réponse, le bureau du procureur général a renforcé, du moins publiquement, son engagement en faveur de la primauté des décisions judiciaires. Mais le contraste entre le discours officiel et les registres administratifs soulève des questions parmi les observateurs les plus attentifs. C'est pourquoi, même lorsque les incidents semblent isolés, nous restons attentifs aux liens qui se tissent entre eux. Si vous appréciez ce type d'analyse, fondée sur des faits et des processus, cette chaîne s'engage à suivre chaque nouveau développement avec toute la rigueur nécessaire. Au cours des derniers cycles institutionnels, il est devenu de plus en plus évident que la question centrale aux États-Unis ne réside pas seulement dans le respect littéral des décisions judiciaires. Selon un nombre croissant de chercheurs et d'analystes, le véritable débat porte sur le déplacement progressif des repères qui définissent traditionnellement le fonctionnement harmonieux entre les pouvoirs. La séparation classique entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, bien que préservée dans son architecture formelle, fonctionne désormais selon de nouvelles logiques pratiques, dans lesquelles l'exécution des décisions judiciaires n'est plus un reflet automatique de la légalité, mais une variable soumise à de multiples considérations internes. Parmi les diagnostics les plus débattus, l'un des plus frappants soutient que le pouvoir exécutif serait en train de promouvoir une redéfinition silencieuse de l'obéissance institutionnelle. Cela ne se fait pas par le biais de déclarations publiques ou de ruptures formelles, mais par une série de décisions administratives qui relativisent, réinterprètent ou reportent l'exécution des décisions judiciaires. Cette conduite ne représente pas un défi explicite au pouvoir judiciaire, mais établit une nouvelle grammaire d'action, selon laquelle les décisions judiciaires doivent passer par un filtre politico-administratif avant leur mise en œuvre, en intégrant des critères de gouvernabilité, d'impact et de timing. L'exécutif élargit sa marge de manœuvre sans nécessairement enfreindre la légalité. Il existe toutefois des interprétations moins centrées sur l'idée de calcul stratégique. Pour de nombreux experts,
La dynamique actuelle reflète avant tout les limites opérationnelles d'une machine publique soumise à des pressions croissantes, à des exigences techniques complexes et à des ressources administratives de plus en plus rares. Dans cette optique, les retards, les omissions partielles et les interprétations alternatives des décisions judiciaires seraient le résultat inévitable d'un système qui a perdu sa souplesse, sa clarté interne et sa capacité de réponse coordonnée. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un mouvement planifié de reconfiguration institutionnelle, mais de la mise en évidence d'un effondrement silencieux du processus décisionnel. Une autre perspective pertinente suggère que le point le plus délicat de la situation actuelle n'est pas tant la pratique directe des organes fédéraux, mais plutôt l'effet symbolique que cette pratique produit. Lorsque les décisions judiciaires ne sont plus appliquées avec rigueur, même si elles ne sont pas ouvertement ignorées, elles envoient un signal qui peut être capté par d'autres segments de l'État. Ce signal, souvent non verbalisé, indique qu'il existe une marge de manœuvre, une possibilité de relativisation et une opportunité d'ajustement politique de décisions qui, en théorie, devraient être exécutées de manière directe. Le risque dans ce contexte est la construction progressive d'un environnement institutionnel où l'autorité judiciaire se transforme en recommandation conditionnelle. Même face à la diversité des interprétations, un point ressort. Le système américain se trouve dans une phase de transition non déclarée, marquée par des tensions prolongées et des ajustements silencieux. Cette transition ne bloque pas le fonctionnement institutionnel, ni n'empêche la production normative. Les structures restent en place. Les rites continuent d'être observés et les déclarations officielles suivent leur cours. Mais la nature de la réponse institutionnelle, en particulier en ce qui concerne l'exécution des décisions judiciaires, ne repose plus uniquement sur la force de la Constitution. Elle passe de plus en plus par des évaluations internes qui diluent l'impératif juridique dans un maillage de décisions techniques, d'avis intermédiaires et de négociations en coulisses. Ces mouvements ont suscité des réactions importantes dans les milieux universitaires et les institutions d'analyse juridique. Les centres de recherche en gouvernance et en droit public organisent des forums, des séminaires et des publications visant à mieux comprendre ce nouveau scénario. Certaines des propositions en discussion comprennent la création de mécanismes autonomes de contrôle du respect des décisions judiciaires avec un accès public et des mesures standardisées ainsi que des protocoles de transparence entre les pouvoirs. Ces initiatives n'ont pas encore été formalisées sur le plan normatif, mais elles reflètent une inquiétude croissante face à l'érosion discrète de l'autorité juridictionnelle. Le Congrès, quant à lui, se trouve dans une impasse. Les secteurs les plus actifs défendent l'adoption de lois garantissant des délais obligatoires pour l'exécution des décisions fédérales, prévoyant des sanctions administratives en cas de non-respect. D'autres parlementaires font valoir que de telles mesures peuvent être considérées comme une ingérence indue dans le fonctionnement de l'exécutif, aggravant les tensions entre les pouvoirs et compromettant le principe d'autonomie fonctionnelle. En conséquence, même face à des signes évidents d'usure institutionnelle, la plupart des dirigeants politiques choisissent d'adopter une attitude prudente et attentiste, évitant de prendre position publiquement tant que la situation reste incertaine. À la Cour suprême, les signes sont subtils, mais non moins significatifs. Le magistrat qui a été le premier à souligner la nécessité de préserver l'autorité des décisions judiciaires reste silencieux. Mais au moins 2 autres ministres ont mentionné, dans des votes récents, l'importance de réaffirmer l'intégrité du pouvoir judiciaire face à un pouvoir exécutif de plus en plus autonome dans ses pratiques de mise en œuvre. Ces déclarations ne représentent pas encore une position doctrinale consolidée, mais elles indiquent que la Cour est attentive aux mouvements institutionnels qui, bien que discrets, ont le potentiel de modifier profondément la logique de fonctionnement du système constitutionnel. Au sein même de l'exécutif, les techniciens et les fonctionnaires de carrière sont dans l'incertitude et font l'objet d'une réorganisation informelle. Dans plusieurs agences fédérales, l'exécution des ordonnances judiciaires est désormais précédée d'étapes supplémentaires de vérification, telles que la réanalyse juridique, la compatibilité avec les plans internes et la validation budgétaire.
Ces étapes ne sont pas prévues par la loi et ne sont pas uniformes entre les organes, ce qui révèle un processus d'informalisation des mécanismes de réponse institutionnelle. Il existe également des indications selon lesquelles des directives internes, souvent non publiées officiellement, ont commencé à orienter des décisions en contradiction avec les délais fixés par le pouvoir judiciaire, renforçant ainsi le sentiment de vulnérabilité juridique au sein de l'appareil public. Les experts en intégrité institutionnelle avertissent que le point le plus sensible à l'heure actuelle n'est pas le conflit entre les pouvoirs en soi, mais l'absence de mécanismes efficaces de recomposition. La fragmentation de la réponse de l'État, ajoutée à la naturalisation des pratiques intermédiaires de mise en conformité, a produit une sorte d'État intermédiaire, un territoire institutionnel où la légalité formelle coexiste avec l'autonomie pratique et où l'exécution des décisions devient l'objet d'une gestion et non d'une simple obéissance. Ce décalage entre la forme et le fond compromet à long terme la confiance du public dans le système démocratique. C'est pourquoi cette rubrique éditoriale continue de se consacrer à l'analyse attentive de chaque nouvelle étape du processus institutionnel américain. Si ce type de lecture contribue à votre compréhension des mécanismes qui façonnent la stabilité ou l'instabilité des démocraties contemporaines, nous réaffirmons notre engagement à produire un contenu qualifié, judicieux et adapté à la nécessité de comprendre la complexité politique de notre époque.